Bonsoir, comment ça va? Ça va comme un dimanche, Bertrand Picard, jour de best-of. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Une semaine riche en actualité vient de s'écouler où nous avons appris notamment que le Rolex Monte Carlo Masters aura lieu à huis clos. Les variants à la Covid-19 circulent-ils en principauté? Benoît de Sévelinge, directeur du CHPG, nous a éclairé à ce sujet. Nous avons également fait un détour par Madrid pour savoir comment l'Espagne fait face au coronavirus. Puis nous avons fait le bilan de l'année 2020 avec le directeur de la Sûreté publique, Richard Marangoni. Et nous avons parlé environnement avec le réalisateur, Luc Jacquet. Et puis le s'aventurier, Bertrand Picard, mais aussi avec Annabelle Gégère-Sédou, qui nous a présenté le coach carbone de la mission pour la transition énergétique. Bref, sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. On a un cumul de contamination, je dirais, qui est de moins 20 000 cas par semaine. Donc, c'est quand même très important. Les chiffres sont en baisse de manière générale, pas seulement au sein de la communauté de Madrid, mais dans d'autres régions espagnoles. Ce qui fait que la plupart des régions aujourd'hui ont effectivement levé un certain nombre de restrictions. C'est l'économie qui a primé dans la région de Madrid? C'est l'économie qui a primé, évidemment. La présidente de la région a fait ce choix. Il semblerait maintenant qu'il n'y ait pas de corrélation entre la multiplication des cas et le fait que les restaurants soient ouverts. Alors, je parle pour cette partie-là, qui est la partie restauration. Je ne parle pas pour la partie des bars, mais pour la partie restauration, en tout cas. On l'a bien vu en Espagne, il y a des régions qui sont restées confinées complètement, où tout était fermé, et il n'y a aucune relation entre l'augmentation du nombre de cas et le fait que d'un côté ce soit fermé, de l'autre ce soit ouvert. Les hôtels sont ouverts, les musées sont ouverts, la culture est ouverte. Donc voilà, Madrid continue à vivre et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas c'est la tendance, les autres régions d'Espagne prennent ce chemin-là. Ce sera un tournoi sans public, une première? Une première pour nous, mais pas pour les autres tournois. C'est pas idéal, mais on va faire avec. C'est un crève-cœur ou c'est un moindre mal? Si vous m'avez posé la question il y a une année, oui, c'était vraiment, on était très très déçus. Maintenant, on s'y attendait un petit peu. Hein. C'était pas un secret. Hein. Il y a beaucoup de tournois, beaucoup d'événements. Australie, ils avaient commencé avec un peu de public. Et bien, maintenant, ils sont 5 jours huis clos. Non, ça ne nous a pas surpris. On est un peu déçus, mais on va tout faire pour faire un tournoi excellent dans tous les autres domaines, et notamment le domaine de la transmission télé. Et on a vraiment de très, très, très belles chaînes qui vont transmettre le tournoi. Et de notre côté, on va faire tout sur le site, que ça représente bien Monaco et le tournoi de Monte Carlo. Mais nous, en principe, on n'aura pas de quarantaine, mais tous les joueurs, avant de mettre le pied sur le site, ils doivent être testés. Et pas seulement une fois, tous les 4 jours, il faut refaire un test PCR. Je pense avec ça, on est couvert de toutes les mauvaises surprises. Et même s'il y a une personne qui soit positive, soit sur le site, soit dans l'hôtel, soit dans les voitures ou quelque chose, il y a déjà un protocole de s'occuper de cette personne et l'isoler tout de suite. Ça veut dire qu'on risque vraiment rien. On s'interroge sur le variant. Le variant, on l'a trouvé, donc il est en principauté, ça, il n'y a aucun doute possible. On s'en doutait, hein, ça ne s'arrête pas aux frontières. Mais est-ce que c'est le variant ou le virus qui évolue? Difficile à dire. Est-ce que ce sont les comportements des gens qui évoluent? Difficile à dire. Pour l'instant, en ce qui nous concerne, on n'a trouvé que le variant britannique. Et on l'a trouvé chez des personnes âgées. Quand on a un test positif qui émane soit d'un cas très grave, soit d'un cluster, soit d'une contamination qu'on s'explique très mal, on l'envoie pour ce qu'on appelle un criblage. Ce n'est pas le séquençage du virus qui donne des résultats plus exacts, mais qui est très très compliqué à obtenir parce qu'il y a très peu de laboratoires en France qui font ça. Le vaccin et les gestes barrières sont les seules armes dont on dispose. Le vaccin parce qu'il va limiter les formes graves de la maladie. On pense aussi de manière naturelle qu'il va limiter la charge virale. Donc si votre charge virale est basse, eh bien, vous serez moins symptomatique. Et si vous êtes moins symptomatique, vous contaminez moins votre entourage. Dans la mesure où aujourd'hui on hospitalise des jeunes sans comorbidité, dont on ne s'explique pas vraiment pourquoi il faut une forme aussi grave de la maladie par rapport à ce qu'on voyait en première vague. Et je crois que le vaccin, même à titre individuel, aura un bénéfice certain. Le personnel est fatigué à plusieurs titres. Le premier, c'est que ça fait longtemps que ça dure. Ça fait quasiment 1 an qu'on est en crise. Et puis le personnel est touché. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle,
nous avons 38 agents qui sont en arrêt maladie pour Covid. Il y a 10 jours, c'était 70. Donc je vous laisse imaginer que beaucoup de gens contractent la maladie et cette maladie, elle fatigue. Elle fatigue pendant l'épisode de contagiosité, pendant qu'on porte le virus, mais elle fatigue aussi après, c'est quelque chose qui est décrit. Et donc le personnel, de manière générale, est fatigué. On a des gens qui sont extrêmement impliqués, qui sont volontaires et qui donnent une énergie fabuleuse pour soigner les patients de toutes les maladies que l'on a à prendre en charge au CHPG. Et donc là aussi, c'est un petit appel à la population générale pour se rendre compte de l'effort incroyable qui est déployé par les soignants de cet hôpital. C'est une année, comme vous l'avez dit, assez particulière, assez exceptionnelle. Je suis heureux d'annoncer que la délinquance générale a baissé une nouvelle fois de presque 20%, ce qui est un chiffre, je pense, fort honorable. Parler ne serait-ce que des contrôles, peut-être un chiffre qui est assez évocateur. Depuis le mois de mars 2020, uniquement dans les mesures, je dirais, de Covid, de respect des prescriptions gouvernementales, nous avons procédé à 24 415 contrôles, dont 5 116 verbalisations. Le travail a été fait, donc je tiens à rendre hommage au personnel qui ont assuré cette mission et qui l'assurent toujours. Au-delà d'un chiffre d'augmentation, ce qu'il faut peut-être voir, c'est que nous avons réorganisé nos services, et notamment réorganisé la division de police judiciaire, pour être encore plus performants. Donc je dirais, plutôt qu'une augmentation de la consommation, c'est une augmentation de notre activité. C'est-à-dire, nous nous sommes donné les moyens de faire plus, et les résultats en attestent, puisqu'effectivement, il y a eu une augmentation des affaires que nous avons effectuées. Il y a quelques jours, nous avons eu la chance au CHPG de bénéficier d'un label qui est un label d'excellence européen. Et nous créons, dans les jours qui viennent, le premier centre d'excellence de prise en charge de l'hypertension artérielle à l'hôpital Princesse Grace. Autrement dit, un écosystème qui va améliorer et offrir le mieux de ce que l'on peut offrir en Europe pour prendre en charge l'hypertension artérielle. Non, cette vaccination n'est pas dangereuse pour les sujets hypertendus. Il y a eu une inquiétude ou un signal avec un des vaccins mis à disposition de la population, qui est le vaccin Pfizer-BioNTech. Et ce vaccin a été associé à des cas rapportés de poussée tensionnelle. Alors, il faut tout de suite être rassurant. Cet effet indésirable est transitoire, il est rare, puisque sur les 2140 effets indésirables rapportés, seuls 71 ont été attribués à l'hypertension artérielle, donc une prévalence très faible. Cette ambition, c'est celle de notre pays, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moins 55% d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et le constat est simple, pour tenir ces objectifs ambitieux, une politique gouvernementale est nécessaire, mais encore plus que toute la communauté monégasque s'empare des solutions que nous mettons à sa disposition. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous envie de faire les choses facilement et de pouvoir les faire sur son smartphone. Donc c'est ce qu'on vous propose à travers cette plateforme numérique. Votre bilan, votre choix des actions, tout ça, vous pouvez le faire en ligne. Et puis, comme le numérique, quand même, ça reste un outil, vous avez utilisé les bons mots, on a souhaité lui donner vie à travers ce personnage, ce coach, qui a un petit côté humain et encore une fois sympathique pour rendre tout ça un petit peu plus convivial. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire maintenant, c'est à parler le langage de ceux qu'on veut convaincre, c'est-à-dire le monde politique et le monde économique, le monde industriel. Il résonne en termes de création d'emplois, en termes de profit, et il faut montrer aujourd'hui que les solutions existent pour à la fois créer de l'emploi et faire du profit et protéger l'environnement. Et c'est ce que nous faisons avec la Fondation Solar Impulse maintenant depuis plusieurs années. On va bien sûr pas s'arrêter à 1000, on va continuer parce qu'il y a encore plusieurs centaines de solutions qui sont dans le pipeline de nos experts, mais ça montre qu'il y a beaucoup de solutions, énormément de façons de prouver que la protection de l'environnement rapporte plus que la destruction de l'environnement et qu'on peut totalement réconcilier l'économie et l'écologie. Vous savez, la voiture électrique, pendant longtemps, c'était une anecdote. C'était pas assez d'autonomie, pas assez de vitesse, c'était pas beau, c'était un peu la voiture de l'écolo qui n'avait pas de succès. Et aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Aujourd'hui, quand on voit ce que fait Hyundai avec la Veloster, c'est une voiture de course qui est beaucoup plus rapide qu'une voiture de sa catégorie avec moteur thermique. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment montrer que c'est attrayant
Et le sport automobile, surtout à Monaco, avec cette tradition extraordinaire de vitesse et de technologie, eh bien, il y a aussi la passion du prince Albert pour l'environnement. Eh bien, maintenant, ça peut se mettre ensemble. Cette pandémie a donné un coup terrible à l'économie, ce qui a justifié maintenant que des gouvernements mettent des milliards d'euros à disposition pour ce qu'ils appellent la relance économique. Mais cette relance, elle doit se faire dans l'efficience et dans l'écologie et pas dans les vieilles technologies. C'est clair que ce serait aberrant de soutenir une entreprise automobile pour continuer à fabriquer des moteurs polluants qui seront de toute façon interdits dans les villes dans 5 ou 10 ans. Donc il faut que cet argent serve à stimuler tous les nouveaux secteurs technologiques dans la mobilité électrique, la rénovation des bâtiments, les smart grids, c'est-à-dire la gestion intelligente de l'énergie. Il faut que partout, on ait une efficience, une économie d'énergie et qu'on ne soit pas, comme dans le monde d'avant le Covid, un monde gaspilleur où 75% de l'énergie, 50% de la nourriture, 95% des déchets soient perdus. Même les déchets sont perdus. Nous sommes actuellement 31 et dans quelques jours 32 avocats défenseurs, avocats et avocats stagiaires en principauté de Monaco. Une jeune juriste vient tout juste de réussir l'examen du barreau et va donc accéder à notre profession. Et l'année dernière, une autre consoeur a également réussi l'examen du barreau et donc est venue renforcer nos rangs. Le palais de justice a été très limité dans ses accès pendant un certain temps, puis petit à petit des choses ont été mises en place pour arriver à faire face et à s'organiser et à ce que la justice puisse reprendre son cours, alors pas de manière optimale, mais de manière suffisamment convenable en fonction des intérêts en présence et notamment du risque sanitaire. Il faut savoir que les avocats de Monaco remplissent quelques 1300 missions au titre de l'assistance judiciaire chaque année et notamment pour l'année 2020. Donc c'est un travail tout à fait considérable. Si vous avez des ressources inférieures à 1 666 € par mois, vous avez le droit à un avocat qui pourra défendre vos droits et vous assister. Mais se poser la question de l'accès au droit pour la tranche intermédiaire entre ce seuil que je viens de citer et des gens qui ne pourraient pas nécessairement faire face à des frais de justice. Dans ce cadre, un projet est en discussion que nous appelons de nos vœux. Arrive à bout de souffle dans le modèle avec lequel il a survécu pendant des dizaines d'années et qui avait fait sa robustesse. Aujourd'hui, la révolution numérique est ici. Je pense qu'il faut aussi trouver des systèmes de financement qui soient justes avec les investisseurs, c'est-à-dire que les gens puissent gagner de l'argent avec ce qu'on produit. Je pense que le cinéma ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut faire des bouquets. C'est tout le modèle Icebreaker, c'est-à-dire une expédition qui garde les droits de ces images et qui lui permet de faire des films de cinéma, certes pour le prestige, mais aussi des expositions immersives. On a vu que c'est quelque chose qui fonctionnait très bien. Toujours le vieux modèle de la télévision, mais qui permet de toucher un très très large public, et aussi une orientation très forte vers la pédagogie, vers les ONG, vers les éducateurs, pour arriver à partager nos expériences et nos savoir-faire. En l'occurrence, c'est l'opportunité monégasque, avec la digitalisation de l'économie qui nous a amenés à travailler ici, avec le soutien très fort du gouvernement et de la Fondation. Il faut trouver des modèles qui nous permettent d'acquérir un poids suffisant dans les investissements pour aller chercher des négociations qui soient favorables, qui nous permettent de garder les droits encore une fois. Et ce modèle des STO, tel qu'elle est mise en place à Monaco aujourd'hui, est exactement la solution qu'il nous faut. Le poids politique du souverain, aujourd'hui, son engagement politique sur la préservation de la planète est pour moi un gage de confiance, de fiabilité. Ça me permet de mettre dans ce sillage, dans ce trait de négociation qu'il a engagé de manière très forte sur les questions de l'océan, sur les questions climatiques, sur les questions de la biodiversité. Moi, je suis dans un environnement qui est politiquement très favorable, économiquement favorable avec le programme Expanded Monaco. Donc c'est pour ça qu'ici, on a toutes les conditions pour réussir, si je puis dire. Nous avons maintenu les écoles ouvertes, ça c'est très important. C'est un vœu pieux de la PEM, des parents d'élèves, des professeurs, des chefs d'établissement, des élèves. Mais malgré cela, la crise sanitaire impacte les épreuves du baccalauréat. Alors ça, c'est évident. On ne peut pas dire que la Covid-19 n'impacte pas les pauvres élèves de première et de terminale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au retour des vacances scolaires, malheureusement, au retour des vacances de Noël, on a constaté une recrudescence du virus.
parce que les parents, les élèves, les amis, peut-être nous tous, nous ne sommes pas assez prudents. Donc, nous avons fait une campagne de dépistage au retour des vacances, la DENJS toujours en accord avec la DASA. Nous les avons amenés, bien entendu, au centre Léo Ferré, sur la base du volontariat. Évidemment, ce sont des enfants mineurs, il faut que les parents soient d'accord. Toute personne, que ce soit élève, parents ou personnel, enseignant, non enseignant, qui souhaitera se faire dépister à la rentrée pour se sentir plus à l'aise, je comprends, il suffira de téléphoner à la cellule Covid-19 qui est présente de 8h le matin à 20h le soir pour prendre un rendez-vous. Il ne sera pas nécessaire d'avoir un certificat médical, absolument pas. Donc il suffit de prendre un rendez-vous téléphonique et les enfants auront l'autorisation, même sur leurs heures de travail. Bon, s'ils peuvent y aller à un autre moment, c'est mieux, mais ce n'est pas moi qui vais leur interdire d'y aller, pourront se faire tester. Prudence donc en cette période de vacances scolaires. Les vidéos qui vont suivre nous ont fait sourire ou impressionner. C'est le best-of des réseaux sociaux préparé ce soir par Alexandra Salustri. Le best-of de la semaine est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Belle soirée à tous sur Monaco Info.